Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Merci au Réaxo d'avoir prévu une session complète sur l'anesthésie et réanimation obstétricale cette année. Donc c'est un plaisir de visiter avec vous ce sujet qui s'appelle « Catastrophe en maternité, êtes-vous prêts ?» Je n'ai pas de lien d'intérêt sur le sujet. Alors si on prend la définition de la catastrophe en fonction des dictionnaires, c'est un événement soudain qui bouleverse le cours des choses, qui amène la destruction, la ruine, la mort. Alors à quoi s'attendre en maternité ? Finalement, pour avoir une idée des différentes étiologies qu'on pourrait rencontrer au sein de la maternité, il faut quand même aller regarder dans les rapports des arrêts cardio-respiratoires maternels. Et il se trouve qu'on en a quelques-uns. Il y a 4 études descriptives, 2 rétrospectives et 2 prospectives. Et puis surtout, il y a un récent audit national du Royal College of Anesthesists que je voudrais partager avec vous. Les Anglais, de par le Royal College, font régulièrement des audits sur des thématiques qui sont variées. Et sur l'année 2022-2023, ils ont étudié tous les cas d'arrêt cardio-respiratoire en contexte périopératoire et péripartum. Ils considèrent donc la prise en charge anesthésique de la checklist jusqu'à H24. Et ils ont rapporté qu'en population générale, il y avait une prise en charge sur 3000 qui voyait l'occurrence d'un arrêt cardio-respiratoire. Donc il y a une sous-population obstétricale qui a été étudiée et qui effectivement représentait à peu près 13% de tous les actes d'anesthésie. Ça nous permet aussi de mettre un petit peu de la perspective dans nos pratiques. Donc en Angleterre, l'anesthésie obstétricale représente 13% des actes. Ils mettent que 50% de péridurale, donc je pense que chez nous c'est beaucoup plus. Et ça représentait 3% des arrêts cardio-respiratoires, donc une proportion inférieure, on s'en serait douté. L'incidence de l'arrêt cardio-respiratoire dans cette population était de 7,9 pour 100 000 en population générale, 1,8 quand les patientes étaient équipées d'une péridurale, 11,7 quand elles bénéficiaient d'une césarienne et 7,4 dans la population obstétricale sans prise en charge anesthésique. Ce qui est intéressant, j'aimerais avoir votre avis sur ces arrêts cardio-respiratoires en contexte obstétrical. Quelles sont à votre avis les 3 premières causes ? Qu'est-ce que vous diriez comme ça de prime abord ? Première cause qui vous vient à l'esprit, pourquoi la patiente s'arrête ? Hémorragie en premier. Autre cause ? Embolie amniotique. Allez, une 3e pour le fun. Allergie ? Non. Embolie chlorique. Alors, ce qui est intéressant quand on lit ce rapport, c'est qu'effectivement, la première cause d'arrêt cardiaque, c'est l'hémorragie. Et la 2e, c'est le bloc neuraxial haut. C'est la cause anesthésique. Ouais, intéressant. Hein ? La 3e, l'embolie amniotique. La 4e, l'erreur médicamenteuse. La 5e, l'anaphylaxie. Parmi les causes retenues, certaines pouvaient compter pour 2 fois. On pouvait avoir un bloc neuraxial haut et avoir eu une bradyarythmie de par le bloc neuraxial haut. Donc c'est particulièrement intéressant. Alors je les ai un petit peu détaillés, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est toujours des choses qu'on aime creuser un petit peu. Donc il y a eu 2 arrêts cardio-respiratoires sur la dose d'induction, 15 à 20 mg de bupivacaïne, donc une pleine dose, probablement passée en rachis. 2 lors de top-up pour césarienne, 1 sur un cathé sous-dural et 1 sur une rachis post-APD, et 2 arrêts cardio-respiratoires sur une rachis de novo. Donc voilà, l'une des premières causes, c'est la rachis haute. Et ça, on s'y attendait si on avait lu l'étude CAPS, que vous avez peut-être lu, qui est un peu plus vieille, toujours par les Anglais. Alors, il se passe peut-être un épiphénomène en Angleterre, mais toujours est-il que quand ils ont étudié de 2011 à 2014 tous les cas d'arrêt cardiaque maternel, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, une des premières causes qui sortait était déjà la cause anesthésique, avec un bloc neuraxial haut comme principal phénomène. Donc on a quand même un vrai problème potentiellement. Alors, quand on regarde toutes les études sur les arrêts cardio-respiratoires, on voit qu'effectivement, ces causes anesthésiques apparaissent régulièrement en moindre proportion que dans les études anglaises. Et ce qui peut quelque part un petit peu nous rassurer, c'est qu'effectivement, les survies sont en général de 100%. Mais ça reste quand même une catastrophe à gérer. Et en France, on n'est pas exempt. Effectivement, vous avez peut-être vu apparaître dans la presse ce cas assez médiatisé après expertise, puisqu'il remonte à 2019, d'une rachis totale lors d'une péridurale analgésique en cours de nuit dans une maternité de France. Mais je peux vous dire qu'on a également 2 cas rapportés dans le prochain triennum de mortalité maternelle, donc qui ont été expertisés mais qui ne sont pas encore publiés. Donc c'est un phénomène effectivement qui existe. Je ne sais pas s'il est en recrudescence, mais en tout cas on doit y prêter attention.
Alors les catastrophes, quand on part des principales, effectivement l'hémorragie, on vient d'en parler, c'est probablement l'une des premières à gérer. Difficile pour les autres d'avoir des prévalences exactes. On sait que pour l'hémorragie, l'HPP sévère, c'est autour de 3% des accouchements. Pour les autres causes, l'embolie amniotique, les complications de la maladie hypertensive, l'embolie pulmonaire, l'anaphylaxie, c'est des données qui sont issues de la littérature, qui sont probablement très en deçà de ce qu'on peut trouver, nous, dans nos données françaises. En France, on a peu de données pour étudier cette incidence de catastrophe. On peut peut-être, si on considère que la morbidité maternelle grave est une catastrophe, faire le parallélisme avec cette étude d'Epimoms, qui a recueilli tous les cas de morbidité, mortalité grave pendant une période de temps dans plusieurs réseaux français, et où finalement, chez la patiente à bas risque, le risque de développer une catastrophe était de 0,55%. Donc effectivement, il faut qu'on soit prêt parce que ça peut nous arriver. D'ailleurs, pour illustrer cela également, on avait fait à la sortie des aides cognitives de crise un petit sondage parmi les équipes obstétricales et on demandait aux gens s'ils avaient été déjà confrontés à un arrêt cardio-respiratoire maternel. On pourrait le refaire aujourd'hui. Combien d'entre vous ont déjà eu à réanimer un arrêt cardiaque maternel ? Ouais, une petite proportion, je dirais peut-être 10%. Sur les équipes interrogées, on était à 32% pour les MAR, 21% pour les IAD et 20% pour les gynécologues obstétriciens. Donc voilà, donc on a vu, peut-être pour revenir, la panoplie probablement non exhaustive des différentes catastrophes qu'on peut avoir à prendre en charge au sein de nos maternités. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir ensemble, non pas pathologie par pathologie, mais piste d'amélioration par piste d'amélioration sur des points de vigilance qui sont remontés des expertises des cas de mortalité et dont certains vont venir illustrer mes propos. Donc ça se décline finalement entre rassembler une équipe autour de la patiente, être capable de contextualiser la catastrophe à l'endroit et au moment et avec la patiente qu'on a à prendre en charge, réfléchir à nos ressources thérapeutiques, être capable de faire une évaluation de cette catastrophe, savoir la reconnaître et bien sûr anticiper pour la fois d'après. Je vous propose un premier cas, c'est une multipare en travail avancé. Ça se passe de nuit dans une maternité de moins de 1500 accouchements. La naissance est rapide, l'enfant naît en état de mort apparente, il est pris en charge par la sage-femme. Et la patiente présente en même temps une HPP sévère et le gynéco et le MAR ne sont pas sur place puisqu'ils sont d'astreinte. Le gynéco arrive à 10 minutes, le MAR à 18 minutes. Les pertes sont déjà supérieures à 1500 millilitres. Elle passe au bloc opératoire. On l'endort pour révision, on prend les culots du stock d'urgence, de l'acide tranexamique et du fibrinogène. Elle se dégrade rapidement, la parotomie. C'est une rupture utérine, une hystérectomie est réalisée. On a le renfort d'un chirurgien vasculaire et d'une infirmière de la salle de réveil. Le MAR reste seul. Les PSL sont retardés parce que l'EFS est d'astreinte et il faut attendre que l'astreinte revienne. Le SMUR est appelé en renfort pour aider le MAR, mais il est déjà en train de transporter l'enfant, donc il n'est pas disponible. Ça aboutit à un décès maternel. Donc je pense que la première chose dont on doit parler, c'est l'équipe autour de la patiente et quels moyens on a d'avoir une équipe complète et formée. Donc je ne vais pas détailler exactement tout ce qui est affiché sur la diapositive, mais peut-être quand même faire un petit focus effectivement sur la disponibilité des équipes au sein de nos maternités, parce que vous savez que c'est très tendance. La périnatalité est déclinée dans beaucoup d'institutions françaises et les rapports se suivent, mais sur le terrain, on ne voit pas obligatoirement les choses avancer autant qu'on le souhaiterait. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on sait sur les ressources humaines ? On sait que la présence sur place des équipes gynéco et anesthésistes réanimateurs est un facteur significatif de survie dans les études sur l'embolie amniotique. On sait aussi que la présence dédiée du MAR H24 est un facteur indépendant d'optimalité des prises en charge en cas d'HPP. On sait que l'absence d'IAD a été relevée comme facteur d'évitabilité dans 10 dossiers de mort maternelle sur le dernier triennum. Et cet audit anglais dont je viens de vous parler et qui vient de sortir rappelle qu'il faut prendre en compte dans les effectifs la charge de travail plus importante pendant la nuit pour assurer un niveau de prise en charge qui soit adéquat. On voit aussi le rapport sénatorial qui vient de sortir et qui insiste sur la place des IAD en salle de naissance comme binôme de sécurité avec l'anesthésiste. Donc je pense qu'on a... Alors, bien sûr, il y a des propositions qui sont faites à l'échelle des praticiens, à l'échelle des établissements et aussi à l'échelle de nos tutelles. Mais je pense qu'il faut continuer à avancer, comme on l'a fait sur ces dernières années, sur l'importance de l'équipe dans les maternités de France.
Alors l'équipe, c'est aussi la communication, qu'elle soit interpersonnelle, qu'elle soit la possibilité d'accès à des procédures, à des protocoles. C'est aussi des choses très techniques et simples comme la capacité à faire un appel groupé plutôt que de passer 10 coups de fil pour pouvoir appeler les différents intervenants, mais aussi un accès aux soins critiques pour pouvoir surveiller cette patiente. Donc les procédures, les protocoles, j'y reviendrai pas. Vous connaissez tous, je pense, les aides cognitives de crise et les avez adoptées. L'appel groupé, c'est quelque chose des fois un petit peu compliqué à réfléchir avec les services techniques, mais ça peut se faire. Et en simulation, il a été montré qu'utiliser un appel groupé, ça évite 80% d'oubli du pédiatre que l'on oublie d'appeler à chaque fois qu'il y a une catastrophe en maternité. Et puis un petit mot quand même sur l'accès aux soins critiques pour surveillance, un petit mot parce qu'on a présenté une thèse il y a quelques jours à laquelle vous avez probablement, en tout cas certains d'entre vous, collaboré et qui était les intentions d'orienter des patientes critiques vers les soins critiques en fonction de vignettes cliniques pour le quantitatif et d'interviews avec certains d'entre vous pour le qualitatif. Et on voit effectivement que des patientes qui présentent des vignettes cliniques critiques sont finalement assez rarement orientées vers les soins critiques, moins d'une fois sur deux, en intention d'orienter, ce n'est pas un audit de pratique, on est d'accord, et en plus avec une grande différence entre prépartum et postpartum. Ça révèle des choses que vous connaissez tous, la patiente qui est grave en prépartum, on la garde au sein de la maternité pour surveiller l'enfant, pour pouvoir faire la césarienne. Toujours est-il qu'on n'a pas obligatoirement les moyens de la surveiller de façon correcte au sein de cette maternité. Donc ça laisse s'ouvrir en tout cas tout un pan de discussion sur l'équipe élargie qui va jusqu'aux soins critiques. Si on parle un petit peu des ressources thérapeutiques, alors à la lumière des cas de mortalité maternelle, peut-être un focus sur l'accès à des capacités chirurgicales. Je ne vais pas détailler cette diapo qui résume les 20 décès par hémorragie de l'enquête maternelle, mais on retrouve en haut à droite des décès qui sont liés dans 7 cas sur 20 à des problématiques de plaies chirurgicales et de difficultés techniques chirurgicales pendant la césarienne ou dans les suites de la césarienne. Donc, il est certain que ces aptitudes techniques doivent continuer à être travaillées au cours de la formation des gynécologues obstétriciens qui se sont bien sûr saisis de la problématique. Vous parlez également peut-être du cathéter intra-osseux dont toutes les maternités ne disposent pas obligatoirement et qui est dans une situation d'urgence ou de catastrophe, comme on parle, un élément clé de l'accès au capital, enfin en tout cas de pouvoir injecter quelque chose quelque part, je dirais. Donc voilà un matériel effectivement que si vous n'avez pas, peut peut-être être proposé dans votre checklist pour être sûr d'être prêt à toute catastrophe. Deuxième cas. Il s'agit cette fois d'une patiente multipare, 40 ans, elle est à 28 semaines, elle est essoufflée, elle a une hypertension à 16,9 et une protéinurie à la bandelette. Elle est hospitalisée. Elle est hospitalisée plusieurs jours. À J6, elle s'aggrave, elle présente une détresse respiratoire, elle a des signes de lutte respiratoire, elle a une HTA maligne. On lui fait une échographie cardiaque par le cardiologue référent et elle a une fraction d'éjection qui est correcte à 60%. On décide de césariser à J7 le lendemain parce l'enfant présente des anomalies du rythme cardiaque. Quand elle arrive au bloc, elle a une saturation à 70%. On n'arrive pas à poser la rachianesthésie, donc on décide de convertir en anesthésie générale avec une induction thiopental-célo sans morphinique, ce qui est plutôt recommandé sur ce terrain. Difficulté d'exposition, désaturation profonde et prolongée, arrêt cardio-respiratoire hypoxique. Elle est récupérée. Elle présente des crépitants bilatéraux. Le diagnostic d'OAP est posé un petit peu tardivement en post-opératoire sur une radio post-op. Le traitement est symptomatique. La patiente développera une encéphalopathie anoxique pour laquelle une limitation thérapeutique sera décidée. Donc effectivement, on a l'impression que sur ce dossier, on avait probablement des pistes d'amélioration sur l'évaluation. Sur l'évaluation, sur plusieurs choses. D'une part, quelque chose qui est arrivé dans nos vies à tous depuis quelques années, c'est l'échographie point of care, en particulier l'échographie pleurale sur ce dossier par exemple, ou l'échographie cardiaque de débrouillage simple, voire encore bien sûr la diagnostic des hémopéritoines. Et ça, je pense que dans notre checklist maintenant, en 2024, on doit l'avoir.
L'intérêt également des marqueurs cardiaques, la BNP, ça fait aussi quelques années qu'on en parle. C'est quand même un marqueur qui a maintenant des valeurs de référence chez la femme enceinte et qui permet à la fois de dépister et de suivre des pathologies cardiovasculaires. Et c'est utile dans d'autres circonstances comme les bilans de Disney aux urgences obstétricales. Enfin, on doit avoir la BNP facile sur ces dossiers puisqu'on sait que nos patientes sont plus facilement comorbides et qu'on a plus de pathologies cardiovasculaires dans cette population. Allez, un petit dernier. C'est une patiente... non, c'est la même. C'est la même, mais je voulais souligner le fait qu'elle avait, à l'arrivée au bloc opératoire, une saturation à 70%. Et qu'effectivement, reconnaître une patiente qui est en défaillance respiratoire dans les services, c'est quelque chose qui devrait être automatique quelque part, enfin, ce qui est difficile à réaliser, effectivement, peut-être quand on n'a pas de matériel de monitorage, mais il y a quand même des tours de supervision. Et c'est vrai qu'en France, on n'utilise pas du tout les systèmes d'alerte précoce et ces surveillances systématisées. C'est quelque chose qui est obligatoire en Angleterre, où chaque service postpartum doit utiliser ces systèmes qui sont maintenant... c'est la nouvelle édition, c'est la 2022-2025, donc très régulièrement, on modifie un petit peu les critères pour être de plus en plus spécifiques, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'appels, ces systèmes d'alerte précoce. Il n'y a pas de système idéal encore maintenant. Néanmoins, c'est beaucoup utilisé en Europe. Vous voyez ici les résultats de McCracker, l'étude sur la préparation des maternités en Europe et même plus largement que ça aux situations catastrophiques. Et on voit que la France, pour l'utilisation des outils d'alerte précoce, est à l'avant-dernière place avec la Suisse, où ce système est vraiment très, très peu utilisé. Et si on reparle de la thèse dont je viens de vous parler, où vous avez eu des entretiens avec William, pour ne pas le citer, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les prises en charge des patientes critiques, ces aides à la décision font partie des suggestions les plus fortes qui sont remontées du terrain. Donc probablement, je pense qu'il y a un travail à faire et je m'adresse au nouveau président du Carreau qui est juste en face de moi pour que rapidement peut-être on puisse proposer une grille avec l'estampille Carreau dont vous vous servirez ou pas, mais en tout cas qu'on ait une valeur de référence à pouvoir vous proposer. Reconnaître un petit mot sur les hémorragies, ça fait quand même plusieurs triennums qu'on en parle, mais c'est toujours bon d'en reparler. Les hémorragies, on sait à quel point les patientes jeunes ont une bonne tolérance hémodynamique à l'hémorragie, et on sait à quel point également les premières valeurs d'hémo-Q ou d'hémoglobine peuvent être piégeuses tant que les pertes n'ont pas été compensées. Et ça, c'est vraiment pourvoyeur de retard au diagnostic, voire même de décès, puisque ces cas sont issus de décès. Donc normalité relative de la première valeur de l'hémoglobine, on l'a fait mais on n'en tient pas compte. Stabilité des paramètres hémodynamiques malgré le saignement, donc on n'est pas rassuré parce qu'elle a une bonne tension, et on garde en tête que les hémorragies non extériorisées, les hémorragies occultes existent, c'est même la plus grande part des morts maternelles par hémorragie actuellement. Mon dernier cas, une patiente de 30 ans qui est hospitalisée pour déclenchement. C'est une maternité qui fait moins de 1500 accouchements par an. Elle rompt spontanément pendant la nuit qui suit son hospite pour déclenchement. Elle perd immédiatement connaissance et elle convulse. Le diagnostic d'embolie amniotique est fait immédiatement. Elle est dirigée vers le bloc opératoire pour césarienne en moins de 5 minutes. Elle passe en arrêt cardio-respiratoire sur l'induction d'anesthésie. Il y a un renfort IAD, il y a le réanimateur qui vient. Il lance une RCP prolongée. Il monitore tout de suite le TCO2 qui est à plus de 15. C'était supérieur, pardon, c'est une erreur de frappe. On relaie l'adrénaline, on lance en même temps une échographie de débrouillage, on débute une transfusion, on met un cathé central et un cathé artériel, tout ça en moins de 30 minutes. L'ECMO est appelé dans le centre hospitalier à côté, mais ils n'ont pas d'ECMO mobile. Donc on ne peut pas transporter la patiente et l'ECMO ne peut pas venir jusqu'à elle. Donc on fait l'hystérectomie sur place. Le premier bilan montre bien le diagnostic d'embolie amniotique. On poursuit la RCP. Il y a un retour à la circulation spontanée. On appelle le SAMU pour un transfert vers l'ECMO. Mais quand le SAMU arrive, l'état est jugé désespéré et la patiente ne sera finalement pas transférée. Ça, c'est vraiment le cas clinique où on se dit on ne pouvait pas faire mieux. C'est vraiment, on a l'appel à l'aide précoce, la prise en charge des deux axes hémodynamiques et hémorragiques en même temps, la RCP qui est longue, qui est monitorée, le geste hémostatique qui est radical, qui est rapide, très probablement des équipes entraînées,
très probable. Alors, on ne pourra pas toutes les sauver tant qu'on n'aura pas de diagnostic curatif de l'embolie amniotique, mais on voit très nettement, au fur et à mesure des triénomes et des prises en charge, quand on expertise ces dossiers, une technicité, une efficacité et un travail d'équipe sur ces dossiers qui sont vraiment impressionnants. Et ce dossier, c'est, bien que ce soit un décès, un dossier excessivement positif et qui, effectivement, je pense, ouvre la place à tout ce qui est formation, à tout ce que vous faites, en particulier à la simulation dont on va parler juste après. Il y a 2 choses importantes. Il y a effectivement s'entraîner par simulation, mais ça, ce que je disais tout à l'heure, la simulation, c'est pas toujours un mannequin dernière génération. On peut très bien, dans notre maternité, un jour, prendre un polochon et dire il est en arrêt cardiaque et puis voir comment on se débrouille avec le polochon. Mais aussi le plan d'urgence vitale qui soit rédigé et connu de tous. C'est-à-dire, dans ma maternité, qui j'appelle, comment je l'appelle, en fonction du jour, de la nuit, si j'ai besoin d'un renfort chirurgical, qui, comment. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être réfléchi et tracé et trouvable à 2 heures du matin, non pas dans les protocoles de l'hôpital, au milieu des 50 000 des endocrinos et des gériatres. Donc voilà, donc je pense que je vais terminer là-dessus, vous proposer effectivement la réflexion globale autour de cette patiente critique. Tout ça, c'est des petits points sur lesquels on peut essayer effectivement d'être vigilant dans nos maternités. Bien sûr, ils engagent le praticien, mais ils engagent aussi l'établissement, ils engagent aussi les tutelles. Donc je vous ai fait un panorama complet pour lequel tous ensemble on ira sûrement plus loin, mais où tout ne va pas changer en un jour. Je vous remercie de votre attention et je vous invite au prochain carreau.